Moi, je me suis intéressé à la vigne depuis quelque temps. Il y a une dizaine d'années, j'étais complètement néophyte et j'avais planté au jardin beaucoup de vignes qui n'ont pas fonctionné. Des variétés européennes classiques, comme par exemple Muscat de Hambourg, comme par exemple Chasselas, qui sont des variétés européennes. Et j'arrivais pas à les faire prospérer, tout simplement parce que pour pouvoir les faire fonctionner, ces vignes, on est obligé de faire des traitements. Bon. Et ensuite, lorsque je me suis installé pépiniériste, je me suis un petit peu plus intéressé aux vignes et notamment à l'histoire des vignes au cours des temps. Et est-ce que vous savez que aujourd'hui, dans la vigne conventionnelle, celle qui nous sert à faire les grands vins qu'on connaît, les vins de Bordeaux, etc., on va mettre jusqu'à 20 traitements par an. C'est la vigne, c'est le fruitier un des fruitiers qui est le plus traité, avec la pomme. La pomme, on peut aller jusqu'à 30 ou 40 traitements par an, pratiquement un par semaine, mais la vigne, on arrose, on met beaucoup de traitements. Et en bio, même en bio, on fait des traitements. C'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de traitement. Il y a un certain nombre de produits qui sont admis en bio et quand vous achetez par exemple un vin bio, c'est un vin qui a quand même subi des traitements. Vous savez combien on met de traitements sur la vigne en bio par an, en moyenne? Entre 10 et 12 traitements par an. Donc ça reste quand même assez significatif. Mais le plus intéressant à appréhender, c'est que au début du 19e siècle et avant, bien sûr, la vinification, ça date de l'Antiquité. Ça fait bien longtemps qu'on fait du vin avec du raisin. Et jusqu'au début du 19e siècle, on ne mettait pas un seul traitement sur la vigne. On arrivait à faire du vin sans mettre de traitement. Et alors, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que jusqu'au début du 19e siècle, on n'avait pas besoin de mettre de traitement? Et pourquoi aujourd'hui, on est obligé de mettre entre 10 et 20 traitements par an? Est-ce que vous avez une idée de la chose? Pourquoi? Non, on utilise a priori toujours les mêmes genres de variétés. Vitis vinifera, c'est la vigne européenne. C'est génétiquement c'est la même. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit blinder de traitement? Qu'est-ce qui s'est passé? La biodiversité? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les plantes se sont mis à voyager en même temps que les êtres humains, on va dire, et au tournant du milieu du 19e siècle, vous aviez un certain nombre de plantes qui sont arrivées des États-Unis, et notamment des vignes américaines, et ces vignes américaines ont eu des conséquences sur le vignoble européen, puisqu'elles ont amené des maladies qui n'étaient pas présentes sur le sol européen, provenant des États-Unis. Le grand voyage des plantes s'est également accompagné d'un grand voyage des maladies. Et les maladies qui proviennent des États-Unis, du continent nord-américain, eh bien les vignes qui sont venues des États-Unis étaient tolérantes à ces maladies, mais quand elles sont arrivées en Europe, elles ont ravagé le vignoble européen. Alors ça s'est passé en plusieurs phases. Vous avez eu d'abord une première phase dans laquelle est arrivée la maladie qu'on appelle l'oïdium. Alors l'oïdium, c'est une espèce de poudre blanche qui se développe sur les feuilles. Et cette maladie, je prends un petit peu mes notes, elle est arrivée en 1845. Elle a été détectée pour la première fois à Margaret, en Angleterre. Un dépôt blanc sur les feuilles. Et à l'époque, donc, c'était des vignes qui étaient sous serre. Et rapidement, l'oïdium s'est répandu. Donc, il a été détecté pour la première fois en 1845. Il est arrivé à Paris en 1847, donc on voit que ça va quand même très très vite. Dans le sud de la France, 1848, en Italie, en Hongrie, 1851. En fait, cette maladie, elle est passée, après avoir traversé les océans, elle est passée de proche en proche, de vignoble en vignoble, et elle a contaminé toutes les vignes européennes. Alors ça, c'est la première crise viticole du 19e siècle, c'est l'oïdium. Et à l'époque, eh bien, le prix du vin était multiplié par 3 et les récoltes se sont effondrées. Elles ont été pratiquement divisées par 3. On a trouvé assez rapidement la parade. On a appliqué le soufre. On a utilisé le soufre contre l'oïdium. Alors le soufre, je vous ai amené, qu'est-ce que c'est le soufre? Eh ben,
ça existe encore maintenant, hein, soufre en pulvérisation contre l'oïdium, bon, accessoirement contre la tavelure, et on s'est mis à appliquer du soufre, à sulfater les vignes. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a une deuxième maladie qui s'est répandue, toujours provenant des États-Unis, et cette deuxième maladie, c'est le... Phylloxéra. Non. Ah mince. Non, c'est venu après le phylloxéra, puis surtout, c'est pas une maladie, c'est un ravageur. Le mildiou. Le mildiou, il est arrivé en 1878. Il a d'abord été identifié dans le Languedoc et ensuite il s'est répandu à toute la France dès l'année suivante. Donc là, ça a été fulgurant. Et ce mildiou, c'est un champignon, une sorte de champignon qui attaque les feuilles lorsque la température est comprise entre 20 et 25 degrés et qui va faire une espèce de brûlure. On va le voir sur les différentes vignes que j'ai amenées et je vous montrerai tout à l'heure. Donc il se développe en présence d'une certaine chaleur, entre 20 et 25 degrés, un taux d'humidité plutôt important et on a mis rapidement au point, pour le contrer, le mildiou, on a mis au point un traitement qui est le sulfate de cuivre. Alors le sulfate de cuivre, c'est la bouillie bordelaise, je ne sais pas si vous connaissez, une espèce de petite poudre bleue là qu'on va diluer dans l'eau et qu'on va appliquer sur les feuilles. D'accord? Et c'est comme ça qu'on est passé de 0 traitement à 20 traitements par an. Et aujourd'hui, ces vignes européennes, qui ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles n'ont pas coévolué avec les champignons, elles ne sont pas du tout adaptées et adaptables par rapport à ces maladies-là, elles ont eu pour conséquence que les vignes ne peuvent plus survivre sans traitement. Si vous prenez des vignes européennes, donc avec une génétique pure, et que vous les laissez prospérer, elles vont finir par mourir. Elles ne peuvent plus vivre sans traitement. Elles sont complètement inféodées au traitement. D'accord? Alors, troisième vague de problèmes. Parce que le 19e siècle, en fait, s'est traduit par des ruines successives des différents producteurs de vin. On a eu ensuite affaire à un parasite. Alors tout à l'heure, on me disait le phylloxéra. Comment ça s'est passé, le phylloxéra? Alors, c'est une histoire assez intéressante. En fait, le phylloxéra, il a été importé en même temps donc par un amateur de vigne qui s'appelait Monsieur Karl, qui a importé 112 pieds de vigne en provenance d'Amérique au printemps 1862. Il a été identifié, lui. Hein. Ah oui, on a dit c'est lui. On l'a trouvé, on l'a retrouvé. Donc, Monsieur Karl, au printemps 1862, importe 112 vignes et il les a mis à disposition d'un viticulteur, c'était un de ses amis, qui les a plantées donc dans ses... Il a fait un espèce de petit jardin test et dès 1864, à partir de cette première contamination, le phylloxéra s'est répandu dans le Gard assez rapidement. En 1866, il est arrivé dans les Bouches-du-Rhône, 1867 dans le Bordelais. On a diagnostiqué le fait que cette infestation était un insecte, un espèce de puceron suceur des vignes qui vient piquer les racines des vignes. C'est un certain Planchon qui a diagnostiqué donc la présence de cet insecte pour la première fois sur les racines en 1868. Et en 1885, puisque en fait cette contamination elle s'est répandue à toute l'Europe, en 1885, eh bien, on est tombé de 80 millions d'hectolitres de production de vin en France à 25 millions d'hectolitres, divisé pratiquement par 3. Et on a estimé à l'époque que les pertes financières étaient de 10 milliards de francs or. Alors si on convertit ce que ça peut faire aujourd'hui, 10 milliards de francs or, ça fait 150 milliards d'euros de pertes économiques à l'échelle de la France. C'était une catastrophe nationale. On a essayé de mener des recherches tous azimuts pour trouver un remède par rapport à ce phylloxéra. Et notamment, on a essayé toutes sortes d'insecticides qui n'ont pas fonctionné. On a essayé de noyer les vignes, c'est-à-dire l'hiver, faire rentrer de l'eau dans les parcelles pour, en noyant les vignes, noyer le puceron présent sur les racines. Donc ça a donné quelques résultats, mais malheureusement, techniquement, c'était impossible de noyer les vignes de tous les vignobles français. Il fallait avoir de l'eau à proximité, ça demandait énormément de travail.
On a même mis en place des récompenses. On donnait des primes à ceux qui étaient en capacité de donner des solutions. Il y a eu une espèce de psychose qui s'est développée. On donnait même de l'argent. Il y avait des primes qui étaient prévues pour des scientifiques qui trouveraient une parade par rapport à cette difficulté. Et est-ce que vous savez quelle parade on a trouvé? Mais je pense que c'est le vignoble bordelais qui est reparti en Amérique et qu'ils ont sauvé le bordelais. Alors comment ça s'est fait? Effectivement, comment ça s'est fait? Eh bien, on s'est rendu compte que, en fait, ces vignes qu'on avait amenées des États-Unis, qui étaient à l'origine de ce mal, elles nous ont aussi amené la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait greffer les vignes européennes, Vitis vinifera, sur des vignes américaines, Vitis labrusca, et obtenir ainsi la résistance au niveau des racines que l'on recherchait par rapport au phylloxéra. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait assez rapidement? Une fois qu'on a trouvé cette solution, qu'on a réussi à la mettre au point, on a d'abord créé des porte-greffes adaptés, avec une certaine compatibilité entre le greffon et le porte-greffe. Et ensuite, on a sauvé tous ces vieux cépages européens en les greffant sur une racine qui était tolérante au phylloxéra. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y avait cette tolérance entre le phylloxéra et les vignes américaines? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la notion de coévolution. Le parasite a coévolué en même temps que la vigne américaine, alors que cette coévolution n'a pas existé au niveau européen. Donc, on a pu avoir un certain niveau de résistance grâce à cette coévolution dans le temps. Et toutes les vignes aujourd'hui, sans aucune exception, sont obligatoirement greffées sur des porte-greffes qui sont résistants au phylloxéra. Alors, des fois, j'ai des personnes qui me disent oui, mais je prends telle vigne, je vais faire une bouture, est-ce que tu crois que ça va marcher? Oui, la vigne se bouture facilement. Le problème, c'est après quelle résistance je vais avoir dans le temps par rapport à un parasite qui est toujours présent dans les sols aujourd'hui. Et est-ce que je vais bouturer une vigne qui a un peu de résistance ou qui n'en a pas du tout? Donc, dans le doute, aujourd'hui, et c'est tout à fait obligatoire, les pépiniéristes sont amenés à greffer toutes les vignes pour leur donner cette résistance au phylloxéra. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 20 traitements et on a des vignes qui sont obligatoirement greffées. Elles sont obligatoirement greffées. Alors, on va faire un petit peu pas de génétique, mais on va parler un petit peu des différentes variétés. La vigne européenne, c'est Vitis vinifera. Vitis vinifera. Les vignes américaines, il y a Vitis labrusca et Vitis riparia. Bon, les deux principales. À partir de 1885, en même temps qu'on a mis au point donc le greffage sur des porte-greffes résistants, il y a un certain nombre de pépiniéristes qui ont commencé à travailler l'hybridation. Alors, l'hybridation, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre une vigne européenne et je vais faire un mélange donc génétique. Je vais polliniser une vigne américaine avec une vigne européenne ou l'inverse et je vais obtenir ce qu'on appelle une vigne interspécifique. Donc, l'hybridation a donné lieu à la mise au point d'un certain nombre de vignes qui sont hybrides et qui pouvaient avoir une résistance assez intéressante par rapport à nos maladies et également par rapport au phylloxéra. Et alors ça a tellement bien marché, le fait de regreffer et puis de mettre au point aussi ces hybrides, qu'on est passé de la pénurie en termes de vin, je vous disais tout à l'heure, on avait chuté au tiers de la production normale, et en 1930, on était remonté, pour 36 millions d'habitants en France, à 81 millions d'hectolitres. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Hein. Ça fait combien par jour? Alors, ça fait combien par jour? Eh bien, il y a 365 jours par an à peu près. En gros, ouais. En gros, ça fait un peu moins d'1 litre de vin par personne et par an. Bon, enfants compris, hein. Enfants, nourrissons, Ouais, voilà. Donc là, c'était vraiment. Et là, on est passé de la pénurie aux excédents. On était complètement noyé sous les quantités parce qu'on avait vraiment tellement bien résolu le problème de ces nouvelles maladies émergentes et de ce parasite que, en France, eh ben voilà, la filière a été sinistrée par ces quantités énormes. On était contents. Voilà. Et alors, en 1930, le gouvernement a réagi à l'époque. Alors, eux, ce sont pas des spécialistes, hein, ce sont pas des pépiniéristes ou des obtenteurs. Bon, ils y connaissaient pas énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont arbitrairement interdit un certain nombre de cépages en 1934, et notamment le Clinton, Isabelle, Jacquez, Herbemont, Noir et Othello. Des variétés américaines ont été interdites. Interdites de vinification. La principale raison, c'était réduire la production. Parce que ces vignes, finalement, elles étaient devenues tellement tolérantes par rapport aux maladies et tellement intéressantes par rapport aux ravageurs, et puis tellement productives qu'on s'est rendu compte que si on laissait faire, on allait être noyé sous les quantités, en fait. Donc, on a voulu revenir, en quelque sorte, faire une espèce de retour en arrière vers les vignes traditionnelles européennes, les variétés européennes traditionnelles. Et donc, il y a un certain nombre de vignes américaines ou d'hybrides qui ont été interdites de vinification, interdites de production commerciale, et elles étaient plus ou moins tolérées à une échelle familiale. Il y a même eu des moments où, effectivement, il y avait une obligation d'arrachage. Et cette obligation d'arrachage, elle est très bien expliquée dans ce DVD, Vitis Prohibita. C'est que vous avez un certain nombre d'endroits en France, notamment dans les Cévennes, où ces vignes comme le Clinton, comme le Noah, l'Isabelle étaient très très plantées, très répandues, parce que c'était des vignes qui étaient résistantes, notamment en moyenne montagne, à des climats assez variables, à de l'humidité, etc. Donc il y a eu des bastions de résistance, un certain nombre de viticulteurs, notamment en Ardèche, qui ne se sont pas pliés à l'obligation d'arrachage et qui les ont maintenus. En fait, ce qu'ils disaient aux gendarmes, c'est ce que j'ai appris dans ce DVD, c'est, écoutez, c'est pas compliqué, c'est mon grand-père qui a planté la vigne, c'est mon père qui a planté la vigne, donc vous voulez qu'on les arrache, on les arrachera pas, vous avez qu'à venir les arracher. Donc les gendarmes, ils passaient une fois, deux fois, après ils allaient boire un coup, et puis après ils rentraient dans la caserne. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'endroits en Europe où ces vignes américaines ont perduré. Si je fais un zoom rapide sur l'évolution de la viticulture, ce qui est arrivé ensuite après-guerre, ce qui caractérise l'après-guerre, c'est l'arrivée en force des phytosanitaires, des produits phytosanitaires. On crée des listes de cépages qui sont autorisés département par département, et tout ce qui n'est pas autorisé à la production, de facto, est interdit. Donc on avait nos vignes américaines qui étaient formellement interdites, et puis un certain nombre de cépages hybrides, et des hybrides on en a mis au point beaucoup, puisqu'il en existe à peu près 2000, et ces hybrides, ils étaient de facto interdits. Et l'interdiction sur les vignes que je vous ai citées tout à l'heure, les 6 vignes interdites, a été levée en septembre 2003. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu dommage, parce que ces vignes-là, qui offrent des gènes de résistance naturelle aux maladies, aux ravageurs et aux problèmes qu'on connaît, on les a interdits pour des mauvaises raisons. Et aujourd'hui, ça serait peut-être une bonne chose qu'elles se démocratisent de nouveau pour des bonnes raisons. Et les bonnes raisons, vous les connaissez. Quelles sont-elles? Eh bien, des traitements, on n'en veut pas. En fait, si on peut s'en passer, c'est beaucoup mieux. On ne va pas s'amuser à mettre des traitements. D'un point de vue économique, traiter, si vous faites 20 traitements, vous faites 20 passages dans la vigne. Il faut acheter du matériel, il faut payer des ouvriers agricoles. Ça renchérit le coût de tout ça. Pour les sols, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, vous passez du cuivre. Chaque année, vous passez du cuivre 20 fois par an sur une parcelle. Le cuivre s'accumule dans le sol. Le cuivre s'accumule, il n'est pas évacué. En fait, vous avez une réaction chimique dans le sol. Le cuivre, il est lié à la matière organique et il reste définitivement. Voilà. Et ça tue la vie du sol, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez des parcelles qui sont d'anciennes vignes, qui sont complètement empoisonnées au cuivre, mais on se rend compte qu'en fait, on a donné la part belle aux phytosanitaires, on a voulu conserver de manière, on va dire, forcenée, des variétés anciennes non hybridées qu'on a maintenues en vie à coup de traitement, et aujourd'hui on se pose la question, est-ce que c'est pas un combat en quelque sorte d'arrière-garde que d'essayer de maintenir en vie des plantes qui ne demandent qu'à mourir? Faut-il maintenir en vie à toute force des plantes qui ne demandent qu'à mourir, ou acter le fait que Vitis vinifera, en quelque sorte, c'est perdu, et maintenant on devrait plutôt s'adresser à des hybrides. Alors, on va parler un petit peu des hybrides et des vignes américaines.
Alors en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, quand vous achetez une vigne, vous allez en jardinerie, vous achetez une vigne, vous ne pouvez pas faire ça au hasard. Surtout ici, dans notre climat, dans les Hautes-Pyrénées, où on a 1200 mm d'eau par an, on peut avoir des étés pourris comme cette année. Si vous mettez de la vigne, on va dire des variétés traditionnelles, elles ne pourront pas résister, elles ne pourront pas prospérer dans votre jardin. Donc il faut plutôt aller s'adresser sur des variétés qui ont des gènes de résistance, sachant que la résistance, elle n'est pas uniforme. Quand on vous dit vigne résistante aux maladies, eh ben vous avez une gradation dans la résistance. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer en amenant un certain nombre de vignes. On va voir comment ça s'exprime sur le feuillage. Donc vous avez des vignes, par exemple, qui sont les vignes américaines, Vitis labrusca, labrusca, donc qui sont éventuellement des hybrides, mais de variétés qui sont seulement américaines. Labrusca riparia, par exemple, ici vous avez cette vigne. Alors regardez le feuillage. Dessus, j'ai fait un seul traitement au cuivre, hein, depuis le début de la saison. Ça, c'est Clinton. Donc vous voyez le pied, regardez les feuilles, elles n'ont pas d'attaque, hein. C'est très propre. C'est une variété qui est très vigoureuse, Vous avez par exemple Isabelle, et elles font partie des vignes qui étaient interdites. Non, en fait, ce qui est interdit, c'est la vinification. Mais tu peux très bien, par exemple, manger ça en raisin de table, tu peux faire des jus, tu vois, tu peux faire des desserts avec ces vignes-là. Et ces vignes qui ont beaucoup de gènes labrusca, ce sont des vignes qui ont un goût un peu particulier, puisqu'en fait, c'est un goût framboise, litchi, fraise des bois. On dit que c'est un goût qui est un peu foxé. Ils sont en pleine santé, là. Elles sont en pleine santé. Donc là, vous voyez, j'ai fait 0,1 traitement, en fait, dessus. Et vous avez vu l'été pluvieux qu'on a eu? Catastrophique, hein. Ouais. Donc très propre. Et ça, on va dire dans les Hautes-Pyrénées, vous mettez ça en tonnelle, par exemple, sur une treille. Par exemple, vous achetez un vieux trampoline, vous le transformez en tonnelle. Ça donne un très beau résultat parce que c'est très vigoureux, ça pousse facilement, quoi. Elle est grimpante et elle est très vigoureuse, donc elle peut occuper une très grande surface, tu vois. En tonnelle, par exemple, c'est idéal. Après, dans les hybrides, vous avez par exemple des hybrides. Alors moi, je dirais, ça en termes de résistance, c'est 5 sur 5. 5 étoiles. 5. Je dirais, c'est en termes de résistance, c'est sans traitement. Après, vous avez les vignes très résistantes. Donc, oui, elles sont productives. Oui. Isabelle plus que Clinton. Ça, c'est déjà plus hybridé. Donc, il y a plus de vinifera dedans, avec un goût plus classique auquel on est habitué. Vous avez par exemple Garand. Alors, Garand, c'est... je prends mon anti-sèche. Voilà. Ça, c'est un raisin blanc muscaté. Déjà, regardez la différence qu'il y a par rapport aux feuilles. Ici, vous avez une feuille qui est plus caractéristique des vignes européennes, plus découpée, tu vois. Et ici, elle est moins dentelée, tu vois, moins dentelée. Celle-là, plus découpée. Ça, je dirais, c'est une vigne très résistante. Ça, c'est sans traitement. Ça, c'est la vigne 4 étoiles. Très résistante. Je pense que dans les Hautes-Pyrénées, ce genre de vigne doit pouvoir être conduit avec entre 0 et 2 traitements par an. Selon les années, 0 à 2 traitements. Donc tu vas faire par exemple, entre la fleur, tu vas faire un traitement avant la fleur, un traitement après la fleur. Tu vas appliquer un cuivre et un soufre et c'est tout, maximum. On va dire ça c'est la vigne 4 étoiles. Tu as par exemple, dans le même idée, tu as le Garnier. Alors le muscat bleu Garnier, ça c'est une variété qui a été mise au point par un pépiniériste en Suisse. Toujours un croisement Vitis vinifera, Vitis labrusca. Et on voit quand même que le feuillage, il est quand même bien propre, hein. Même si c'est moins parfait que celui-là, on va dire, elle reste quand même assez... elle est propre. Ouais, assez propre. Hein, elle est propre. Voilà. Après, on va dire un peu moins résistant. Vous avez par exemple... Alors, il faut trouver parce que c'est un compromis. Si on veut des goûts européens, on est quand même obligé de mettre, quand on fait les croisements, de mettre un certain pourcentage d'Européens. Donc souvent, on croise une première fois avec une vigne américaine, et puis après, on va retravailler le goût et la résistance en mettant dans un deuxième croisement,
qui va être fait dans un deuxième temps, un peu plus de vignes européennes en recherchant le goût que l'on souhaite. Par exemple, un goût muscaté, par exemple, un goût comme le chasselas, ou quelque chose qui va ressembler au raisin italien. Mais à chaque fois qu'on recroise, on peut perdre de la résistance. Et ça, ce sont des vignes qui sont intéressantes au jardin pour le raisin de table. Toutes ces vignes-là, même par exemple des vignes comme celle-là, de par la réglementation européenne, on est quand même obligé de les greffer. Même si toi, tu prends par exemple le Clinton, que tu fais une bouture avec, tu vas avoir une bonne résistance au phylloxéra. Mais la réglementation, elle oblige les pépiniéristes à greffer. Après, les amateurs, bon, si toi tu boutures du Clinton, il va pas être pourri au phylloxéra, il n'y a pas de problème. Mais après, si tu veux, pour certaines variétés qui ont été hybridées, tu n'as pas de garantie d'avoir une bonne résistance au phylloxéra. Donc c'est pour ça que systématiquement, on va le greffer sur un porte-greffe homologué. On n'a pas le droit de mettre sur un truc qui n'est pas homologué. La vigne, c'est très réglementé. Hein. Bien, alors après, donc on avait dit les vignes 4 étoiles. Après, vous avez quelque chose d'un petit peu moins résistant, par exemple, mais qui reste quand même assez correct. Hein. Vous avez par exemple Rosemary. Rosemary, qui est une vigne avec un raisin blanc. Alors Rosemary, je crois qu'elle est sans pépins. Voilà, sans pépins, voilà. Variété de raisin blanc résistante aux maladies. Sachant que ces vignes qui ont été hybridées, donc elles ont comme origine soit les obtenteurs français du début du XXe siècle, soit des obtenteurs américains, soit des obtenteurs allemands ou suisses, ou éventuellement des obtenteurs des ex-pays de l'Est. Parce que dans les pays de l'Est, dans les années 80, on a fait beaucoup de recherches sur des hybridations comme ça de vignes pour acquérir des gènes de résistance, parce que dans ces pays-là, ils n'avaient pas les moyens de se payer des traitements. Hein. Donc on cherchait de la résistance parce que, je veux dire, dans le bloc de l'Est, les traitements, ils n'étaient pas disponibles en fait pour l'agriculture. Donc les centres de recherche ont mis au point un certain nombre de variétés également. Donc si vous regardez un petit peu le panorama des vignes résistantes, vous allez trouver aussi beaucoup de vignes résistantes qui ont été mis au point dans les ex-pays de l'Est, avant la chute du bloc soviétique. Vous avez par exemple, qu'est-ce que je vous ai amené là? C'était Rosemary. Vous avez par exemple Lydie. Là, on voit déjà le mildiou, hein, qui est déjà un peu plus présent. La feuille, elle est un peu Hein, piquée, là. si vous faites la comparaison, là, vous voyez, il n'y a rien du tout. Ce qui est pas mal, c'est que finalement, quand on fait ce comparatif, elles étaient dans le jardin, hein, dans la pépinière, au même endroit, avec le même traitement, le même type de soins. En fait, quand vous achetez des vignes dans les jardineries, les vignes, la plupart du temps, elles ont toujours été élevées sous serre. Donc, il n'y a jamais eu de pluie sur les feuilles. Donc, vous pouvez acheter une variété qui est propre dans une jardinerie. Vous allez planter cette variété dans votre jardin en vous disant, bah, elle a l'air d'être bien, la variété. Mais en fait, vous la changez brutalement d'environnement. Elle sort à l'extérieur alors qu'elle était dans la serre en permanence. Et en 15 jours, elle va se pourrir de maladie. En 3 semaines, elle va se pourrir de maladie. D'accord? Donc là, vous avez des vignes qui ont été dehors tout le temps. Elles ne sont pas forcément aussi jolies que ce à quoi on peut être habitué. Mais c'est intéressant pour la comparaison. Et là, je vous ai amené juste une vigne qui est, on va dire, tolérante aux maladies. Elle ne s'est pas défeuillée, mais vous voyez que là, quand même, il y a un problème. Donc, vous voyez un petit peu ce panel de la résistance la plus complète jusqu'à une simple tolérance. Elle ne se défeuille pas, elle ne meurt pas, mais bon, c'est pas la gloire. Hein. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, je vais répondre à vos questions. Et ensuite, je vous donnerai quelques références bibliographiques si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Qu'est-ce que je mets au jardin chez moi? Qu'est-ce que je vais choisir? Où est-ce que je peux trouver des plants de vigne? Et comment je peux être sûr qu'il y a une certaine résistance? Hein, me pas retrouver déçu parce que j'achète, en fait. Ma marraine, qui habitait à Ciotat, ils avaient du noix qui a été interdit. Ils ont dû arracher parce que c'était le vin qui rendait fou. Oui, alors, justement. Et moi, j'ai aussi. Quand on a interdit les vignes que j'ai citées tout à l'heure, alors je connais pas par cœur la liste, hein, mais vous avez effectivement le noix qui en fait partie. Alors, les vignes interdites, les 6 interdites. Hein.
Donc il y avait Isabelle, Clinton. Clinton, c'est celui-là, hein, Isabelle. Il y avait le Noah, il y avait Othello, il y avait Jacques et Herbemont. Et en fait, quand on les a interdits, on a argumenté en expliquant que ces vignes produisaient des vins qui rendent fous, qui avaient mauvais goût, qui rendaient fous, qui n'étaient pas qualitatifs. On les a affublés de beaucoup de critiques. Pourquoi est-ce que ce vin était de mauvaise qualité? C'est pas parce que, en fait, le raisin donnait un vin de mauvaise qualité de manière intrinsèque. Il faut bien comprendre la logique. C'est que ces vignes-là, elles étaient souvent plantées par des gens qui avaient des petites parcelles, qui n'étaient pas des professionnels de la vigne. Typiquement, par exemple, un mineur qui va bosser à la mine, et puis il a sa petite tonnelle de vigne, ou sa petite treille de vigne, et il va faire sa vinification dans son garage, ou dans sa buanderie, il va faire sa vinification. Et en fait, les vinifications qui étaient faites par les particuliers, par les ouvriers de l'époque, c'était tellement mal fait que ce vin en devenait dangereux. Et c'est pas intrinsèquement la vigne qui rendait le vin dangereux, c'était parce que c'était des vignes qui demandaient tellement peu de technique pour pouvoir produire en grande quantité, puisqu'elles étaient exemptes de maladies, qu'elles étaient accessibles à des gens qui ensuite faisaient une vinification merdique et qui risquaient, entre guillemets, de s'empoisonner. Et alors, qu'est-ce qui rend fou dans le vin? Qu'est-ce qui rend fou? C'est quoi? C'est le méthanol. Et le méthanol, par une dégradation enzymatique, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, par une dégradation enzymatique, donc qui produit le méthanol, et le méthanol, quand il est en trop grande quantité, eh bien, il rend le vin effectivement dangereux. C'est la même chose, par exemple, quand on distille un alcool quelconque. Par exemple, vous distillez de la bière pour faire du whisky. Quand on distille, on enlève toujours la tête. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le fait d'enlever la tête. Dans l'alambic, les premières gouttes qui tombent, c'est du méthanol pur. Donc, on dit, quand on distille, on coupe la tête. On enlève tout le méthanol. D'accord ? Dans l'eau de vie, c'est pareil, mais à chaque fois qu'on distille, on enlève toujours la tête, c'est-à-dire ce qui sort en premier de l'alambic. Voilà. Et c'est ça, effectivement, qui donnait mauvaise réputation. Mais tu sais, par exemple, ces vignes-là, elles sont vinifiées aux États-Unis, elles n'ont jamais été interdites, et elles n'ont jamais eu cette réputation-là aux États-Unis. Tu as des vins très qualitatifs qui sont faits encore avec ces vignes qui ont été interdites chez nous. Par exemple, voilà. Par exemple, tu l'avais, et ils plantaient beaucoup de vignes hybrides parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas planter autre chose. Il faut comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, on a voulu faire une viticulture comme on faisait en Europe, avec ces grands cépages qui donnent les grands vins européens, les grands vins français notamment. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire. Et pourquoi on ne pouvait pas le faire? Ben, c'est très compréhensible. Vitis labrusca et Vitis vinifera, si je fais venir Vitis vinifera d'Europe vers les États-Unis, cette vigne-là va être dans un contexte qui est bourré de maladies pour lequel elle n'a aucun gène de résistance. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et les vins du Nouveau Monde, ce sont toujours des vins qui sont faits à partir d'hybrides ou à partir de variétés qui sont non européennes. Alors généralement, il y a beaucoup de vins qui sont faits avec des hybrides. Et ces vins-là, aux États-Unis, on ne dit pas qu'ils rendent fous. Et après, ces hybrides, il y en a plus de 2000 qui ont été répertoriés, qui ont été caractérisés, qui ont été définis et décrits. Et sur ces 2000-là, malheureusement, pour la vinification en Europe, il n'y en a qu'une petite poignée qui sont autorisés. Une petite poignée. Tous les autres n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est pourquoi ça? Alors, mais si, c'est des lobbies. C'est le lobby de la chimie, c'est le lobby du vin, c'est voilà. Et puis tu as toutes sortes de pressions et de contre-pressions qui font que à un moment donné, tu vas avoir certaines variétés qui sont acceptées à certains endroits. Enfin, c'est tout un truc, hein. Et souvent d'ailleurs, c'est défini à l'échelle européenne par des fonctionnaires entre guillemets qui n'y connaissent absolument rien, ni à la vinification, ni ils n'ont pas de formation de pépiniériste, ni quoi que ce soit, quoi. C'est arbitraire. Bon, on met celui-là, on met pas celui-là. Il y a des groupes de pression, tu vois, pour définir qu'est-ce qu'on met au catalogue. Mais nous, entre particuliers,
on a une liberté de plantation parce qu'on ne va pas mettre sur le marché. Donc on peut s'adresser à des variétés qui n'ont pas forcément une autorisation de mise sur le marché. Tu vois, par exemple celle-là, si tu fais du raisin, tu n'as pas le droit d'aller vendre au marché après. Ah, c'est ça que je te demande. D'accord. Demain, tu vois, si je veux mettre ça en verger pour avoir une commercialisation. Eh ben, il faut que tu regardes quelles sont les variétés que tu peux mettre sur le marché. Et tu as certains hybrides pour la vigne de table qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Donc après, tu as un catalogue officiel et c'est ça qu'il faut que tu regardes avant de planter, bien sûr. Alors, petite référence bibliographique, donc qui m'a servi notamment pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça parle des vignes interdites, pourquoi elles ont été interdites. La résistance qui s'est mise en place dans certaines régions d'Europe, notamment en Autriche, notamment en Italie, en Roumanie et en France, pour continuer à produire du vin à partir de ces vignes qui étaient interdites sur le papier. Donc ça, c'est vraiment un CD intéressant. Après, si vous êtes intéressé par la vigne, un livre très sympa de Serchal Raisin. Ça, c'est vraiment super, si vous avez la curiosité. Ça, c'est un super livre à découvrir, avec plein d'illustrations et puis qui vous rebrosse comme ça l'histoire de la vigne. C'est vraiment un super livre, je vous fais passer. Et ensuite, par rapport aux ressources variétales, c'est-à-dire avoir une connaissance, on va dire empirique, comme j'ai fait avec vous aujourd'hui, sur les variétés qui peuvent être plus ou moins résistantes, plus ou moins intéressantes. Vous avez ce livre qui a été écrit par un permaculteur qui s'appelle Franck Natier. Ressources variétales. Et dans ressources variétales, vous avez un test de 80 vignes résistantes aux maladies. Donc il les a lui-même retestées une par une. Et il explique dans son livre celles qui sont intéressantes, celles qui sont moins. Et il les note, il me donne même des notes sur les différents résultats qu'il a pu obtenir, en croisant plusieurs critères, le goût, la résistance aux maladies, la résistance au phylloxéra, la productivité, etc., etc.